Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Vous avez appris autant que nous ici sur ce plateau les événements qui se sont produits dans certaines écoles, des actes posés par certains élèves dans des préfectures de notre pays où des élèves sont descendus dans la rue, certains sont allés jusqu'à poser des actes de vandalisme, de voyouclage. Ouais, les mots sont bien choisis pour qualifier ces actes posés par les élèves. Et tous ces faits nous interpellent, nous en tant que médias, pour en parler et interpellent également les parents d'élèves, les organisations de parents d'élèves. Et c'est pour ça que nous aurons sur ce plateau deux invités, pas de moindres, qui s'y connaissent très bien dans le domaine des organisations des parents d'élèves et dans la gestion aussi des élèves. Alors c'est avec eux que nous allons essayer d'analyser le problème et leur donner l'opportunité de toute façon de donner des conseils aux élèves et de rappeler aux parents, aux chefs d'établissement et aux enseignants leur rôle et responsabilité. Débat thématique, c'est dans un instant. Alors, comme je le disais, la responsabilité des parents dans l'éducation des jeunes, des enfants et jeunes, c'est de ça que nous allons parler. Et le débat va se dérouler en deux volets. Le premier, nous allons revenir sur les faits que j'ai évoqués tout à l'heure, dont vous avez connaissance. Et la deuxième partie de cette émission sera consacrée au rôle et responsabilité des organisations de parents d'élèves, pour que vraiment ce que nous avons vu ne se reproduise plus dans le système éducatif. Alors, j'ai sur ce plateau deux invités, de ma droite vers ma gauche. Monsieur Amouzou Gilbert, il est directeur des examens et concours et certification de l'enseignement technique à la retraite. Monsieur le directeur, bonsoir et merci de nous avoir honorés par votre présence sur ce plateau. Bonsoir, Marcel Toyi. Je tire toujours chapeau pour ce que vous êtes en train de faire pour ce pays. Merci. Merci, monsieur le directeur. À ma gauche, c'est monsieur Agbeka Innocent. Il est le nouveau président national de l'UTAP. L'UTAP, c'est l'Union togolaise des associations des parents d'élèves. Voilà, vous avez vu sur votre petit écran UTAP. La définition, c'est celle-là. Union togolaise des associations des parents d'élèves, monsieur Agbeka. Alors, vous êtes basé à Agou, dans la préfecture d'Agou, c'est ça? Oui, d'Agou. Et vous avez fait le déplacement de la télévision togolaise pour venir nous éclairer sur la mission qui vous est assignée à l'endroit aussi bien des parents que des élèves. Monsieur Agbeka, bonsoir. Bonsoir, merci pour tout, monsieur Marcel. Tout à fait. Alors, comme je le disais, ma toute première question va à monsieur le directeur à la retraite, monsieur Amouzou. Alors, nous avons vu ce qui s'est passé dans le système éducatif tout récemment, où des élèves sont descendus dans la rue, certains sont allés poser des actes de vandalisme. Et monsieur le directeur, vous qui avez frotté avec les enfants avant d'être à la retraite, parce que on connaît un peu votre parcours, vous avez enseigné, vous avez été inspecteur, avant même d'être directeur des examens concours, ça c'est vraiment un bon parcours, et vous êtes vraiment mieux placé pour nous dire ce que vous avez ressenti quand vous avez appris tout ce qui s'est passé. Merci, je crois que c'est dommage, c'est une tristesse, de constater que des élèves se livrent à ces genres d'actes que moi j'ai du mal à comprendre. D'abord le vandalisme. Quelles que soient les motivations, c'est un acte répréhensible et il faut condamner. Je condamne cela. Et puis la sortie des classes pour aller manifester, là aussi, peut-être nous, parents, et puis l'administration de l'école a quelque chose à se reprocher. Ce n'est pas toléré parce que dehors, ce qui arrive à l'enfant, alors qu'en ce moment-là, il doit être à l'école, le parent qui est en train de se débrouiller dans son métier, on vient lui dire qu'il y a tel problème,
Imaginez un instant que l'enfant trouve la mort parce qu'il y a des voitures, des véhicules, ou même on lui crève l'œil. Ça pose un problème sérieux pour le parent. Tout à fait. Et même pour l'établissement. Pour l'établissement. Alors je crois que ce ne sont pas des actes à encourager. Il faut décourager cela. Il faut décourager parce qu'il y a des responsabilités. Peut-être que les enfants, les élèves ignorent. Il y a deux types de responsabilités. Responsabilité pénale et l'enfant même assume. Mais aussi il y a la responsabilité civile, mais qui? C'est le parent. Parce que son enfant est mineur. Si l'enfant va crever l'œil à quelqu'un, c'est le parent qui intervient pour payer. Donc tout cela fait qu'on ne peut pas comprendre. Moi, j'ai du mal à comprendre. Tout à fait. Peut-être qu'ils se disent on va soutenir les enseignants, nos enseignants, mais quel type de soutien pour avoir quoi? Leur métier, c'est d'apprendre. Voilà ce que je peux dire sur ces faits-là. C'est ça. Alors, M. Agbeka, alors c'est vous qui êtes en charge. Récemment, vous avez été porté à la tête de la fêtière nationale qu'on appelle UTAP, Union Togolaise des associations des parents d'élèves. Vous aussi, vous avez eu écho, parce que vos représentants qui sont les APE dans les écoles, les associations des parents d'élèves, ou bien les comités de parents d'élèves, vous ont rapporté ce qui s'est passé dans certaines préfectures, parce que ça n'a pas quand même touché toutes les écoles, c'est dans certaines écoles que le problème s'est posé. Quelle est votre réaction en tant que président de parents d'élèves face à cette situation? Merci, M. Marcel. Aucun parent ne peut conseiller son enfant d'aller à l'école et en dehors de l'école, d'aller faire les classes. Qu'un problème comme ça se pose et qu'il puisse poser un problème se pose à l'intérieur de l'établissement, que l'enfant prenne une responsabilité sur lui. D'abord, de sortir de l'école pour aller casser, faire du vandalisme, aller détruire les marchés des gens, les boutiques, etc. Franchement, moi je suis très sidéré. Et je regrette que cet acte s'est posé juste quelques jours seulement après mon élection. Je crois que c'est 7 jours après. Donc, on m'a mal accueilli alors. Et vraiment, toute la famille des parents d'élèves du Togo est complètement bouleversée. Parce qu'on n'a jamais conseillé ça à nos enfants. Nous avons toujours pris sur nous la charge de parler à nos enfants. Et à chaque fois que nous faisons des tournées, nous demandons à nos collègues parents de parler aux enfants. Et on leur a demandé d'interdire aux enfants, quand il y a grève dans les établissements, que les élèves soit restent en classe, soit rentrent à la maison. Mais aller faire du vandalisme, c'est tomber sous le coup de la loi. Tout à fait. Je vous remercie. C'est ça. Alors, chers fidèles téléspectateurs, vous avez écouté les parents d'élèves ici présents sur ce plateau. Ils ont condamné dans toute sa rigueur les actes posés par ces élèves. Et nous avons aussi appris, M. Amouzou, nous avons aussi appris que dans certaines écoles, dont nous préférons garder l'anonymat, les élèves sont allés demander à leur chef d'établissement qui ne trouve pas leur enseignant. Il se trouve que cet enseignant est sur la liste des 137 mis à la disposition de la fonction publique. Et le chef d'établissement a dit aux élèves, allez à l'inspection pour demander, moi je n'en sais rien. Alors comment vous qualifiez cette réponse de ce chef d'établissement? Ça, c'est l'irresponsabilité. Et je me demande, bon, peut-être que ma question va interpeller l'autorité. Comment est-il devenu chef d'établissement? Pour ne pas savoir ce qu'il a à faire, son rôle là-bas. Est-ce que ce sont les enfants, les élèves, qui se sont donnés les enseignants? Ensuite, les enseignants interviennent dans quel cadre? Qu'est-ce que lui fait dans le cadre? Alors, est-ce que c'est à lui de répondre? D'abord, à lui de recevoir les élèves pour ça. Il leur dit clairement, vous avez des cours, allez étudier, ce n'est pas à votre niveau que ça va se régler. Parce que les enfants savent ce qui se passe. Ils ne sont pas venus réclamer. Si l'enseignant était malade,
Ils viendraient demander au chef d'établissement. Non, ils le savent. C'est pour cela qu'il faut leur dire. Ce n'est pas votre rôle de savoir où se trouve l'enseignant. Votre rôle, c'est d'étudier. Vous avez des cours que vous n'avez pas encore étudiés. Allez en classe. Et on trouve un surveillant pour les occuper. Tout à fait. Je crois que c'est tout. Mais il n'a pas été responsable. Ce chef d'établissement, c'est sûr que, bon, il sait qu'il mérite des sanctions. Oui. C'est ça. Nous avons interviewé 2 majors de classe dans des établissements où rien ne s'est passé. Voilà. La chose, tout a été normal. Et pour comprendre un peu leur rôle et responsabilité. Est-ce qu'ils connaissent vraiment leur rôle en tant que major? Est-ce qu'ils arrivent à bien assumer? Est-ce qu'ils sont confrontés à des difficultés dans l'exercice de cette responsabilité qui leur a été confiée? On va les écouter, ces élèves. D'abord, un major de classe, je dirais que c'est un représentant de la classe. Donc, comme cahier de charge, je dirais les fonctions, on a pour rôle d'organiser la classe, de veiller à l'instauration de la discipline, de faire le contrôle de présence et de réclamer les fiches lorsque le professeur n'est pas là. Les difficultés, il y en a beaucoup. Et quand on est représentant, quand on dirige un groupe, il y a toujours des problèmes qui se posent aux dirigeants. Je peux dire que bon, il y a des élèves qui se croient âgés que toi et puis ils ne veulent pas te donner du respect. Il y a des gens qui veulent être récalcitrants. Quand vous êtes une fille, qu'est-ce que les garçons pensent de vous en tant que major de classe? Étant une fille, ils disent que bon, ils ne peuvent pas rester là et puis on va mettre une fille devant eux pour leur diriger et tout et tout. Donc, ça, moi, je me mets dans mon point de vue. Est-ce que vous arrivez vraiment à assumer votre responsabilité? Je ne dirais pas oui, mais c'est pas facile. Je fais ce que je peux faire. Un major de classe, c'est un élève qui a été délégué par l'administration ou qui a été élu par ses camarades pour assurer ou diriger sa classe. Donc, plusieurs fonctions lui sont attribuées, comme le maintien de la discipline et de l'ordre lorsque le professeur n'est pas là. Il réclame aussi les fiches d'entrée et de sortie des élèves absents la veille. Lorsque le professeur n'est pas encore là, il fait l'appel pour voir la présence de ceux qui sont là et de ceux qui ne sont pas là. En tant que major de classe, je fais face à plusieurs difficultés pour eux. Comme il y a certains élèves, comme vous êtes dans la même classe, ils ne vous donnent pas du respect. Donc, ce sont des problèmes auxquels nous devons faire face et résoudre ça. Alors, M. Agbeka, c'est vos enfants, vous les avez écoutés. Quel commentaire, de toute façon, vous faites des propos qu'ils ont tenus par rapport à leurs responsabilités qu'ils ont déclinées? Bon, effectivement, je m'intéresse plus à la déclaration de la fille, que les garçons ne respectent pas son autorité. Moi, je crois que peut-être c'est la naïveté ou bien c'est l'ignorance. À l'heure d'aujourd'hui, le gouvernement prône la responsabilité féminine. Et ils sont témoins, eux aussi, ils sont déjà grands, ils sont témoins. Et notre Premier ministre, c'est une femme. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme. Et il y a beaucoup de femmes ministres, beaucoup de femmes qui sont des dirigeantes dans des grandes sociétés. Mais ces élèves qui parlent de cette façon, moi je crois qu'il faut les raisonner. D'ailleurs, ça fait partie de notre mission et de la tournée qu'éventuellement on ira faire. Et nous allons conseiller même les parents d'élèves qui vont transmettre aux enfants qu'aujourd'hui, il y a égalité de sexe. Même si à la maison, l'égalité n'est pas vérifiée, mais au service, à l'école, il faut que l'égalité soit respectée. Et vécue par les élèves. Par les élèves. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur le directeur, vos réactions? Oui, je crois que il y a deux éléments très importants. D'abord, ceux qui ne veulent pas reconnaître, généralement, sont les gens qui se ferment les yeux. On ne choisit pas par hasard un major.
c'est tout un processus. C'est un processus. Et puis, c'est souvent les gens qui sortent du lot, soit par rapport au travail, soit par rapport à la discipline. Ça. Donc, vous, garçons, qui vous retrouvez en face d'une fille major, vous devez vous dire, il y a une dimension que je dois changer chez moi. Soit c'est le travail. Si vous travaillez plus que la fille, vous pourrez parler. Si au niveau de la discipline, vous la battez, vous pourrez parler. Dans le cas contraire, c'est un défi qui est lancé aux garçons. C'est un défi. Le garçon doit se dire, je dois arriver à ce niveau-là. Et moi, je trouve intéressant que ce soit une fille, en dehors de la question de genre, où il faut donner l'occasion. J'ai vu que la fille est bien dégourdie. Oui, bien sûr. C'est une fille qui doit travailler. Bien sûr. Qui doit travailler. Donc, en dehors de la question de genre, il y a le défi qui est lancé aux garçons. C'est ce que j'ai apprécié. Merci. À ce niveau-là. Alors, nous avons interviewé aussi leur proviseur, voilà, pour voir est-ce qu'il y a un comité des élèves dans l'établissement et comment ce comité fonctionne pour essayer d'anticiper sur certains problèmes, certaines crises. Genre ce que nous avons vécu. Alors, on va écouter aussi Madame le proviseur et à la suite de ça, mes invités vont réagir. Nous avons un comité général dont les membres sont élus par le collège des majors de classe. Donc tout ce qui a comme problème dans l'établissement, c'est ce comité-là qui se charge. Il est, comme je l'ai dit, pour les majors de classe et le comité sert d'interface entre l'établissement et l'administration, y compris les problèmes qui doivent se poser au niveau des revendeuses, de tout l'établissement. Même s'il y a des problèmes entre certaines classes, le major général doit être saisi et dès qu'il est saisi, il va saisir l'administration. Des fois, on entend souvent comme des manifestations, on voit des élèves dans les rues. Bon, on voudrait savoir comment est-ce que ça arrive que les élèves sortent dans la rue alors qu'il y a les comités de classe et les majors généraux qui n'arrivent pas à... Comment ils arrivent à gérer ce problème? Nous n'avons pas encore eu ce problème, mais ça peut être possible. Ce qu'on appelle effet de groupe, c'est un peu difficile à gérer. Le groupe est difficile à gérer, c'est ce qu'a conclu Madame le proviseur. La question c'est qu'il y a des comités, mais on a vu au cours de la crise scolaire que les élèves sont passés outre les comités, en tout cas là où ça existe, parce qu'on ne sait pas si ça existe dans tous les établissements, et ils sont allés poser vraiment certains actes répréhensibles. Monsieur Gweka, votre commentaire. Oui, effectivement, là, il faut que l'administration de l'école instaure une autorité au comité du lycée, c'est-à-dire qu'au major général. Bon, moi, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais moi, j'ai été élève, j'ai fait mon lycée en assemblée. Et j'ai été le vice-président du comité du lycée. Je vous dis que le proviseur, le censeur, le surveillant, les surveillants, eux, ils parlent au moment où c'est grave. Donc, un membre de notre comité qui surprend un élève en train de faire de l'indiscipline, mais c'est dommage pour ce collègue. C'est le comité qui le sanctionne? C'est le comité qui le sanctionne. Voilà. Et cette sanction, s'il faut accélérer ou bien s'il faut doubler, là, c'est le proviseur peut-être qui va parler. Donc, il y a une autorité à ce comité qui gère le lycée. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais il doit falloir que les administrations des écoles donne une autorité à ce collège d'élèves qu'on met dans les écoles pour qu'on leur apprenne en même temps, à partir de cet âge, comment il faut gérer l'homme, comment il faut gérer le matériel, comment il faut gérer l'établissement, comment il faut gérer la société. Comment il faut anticiper aussi sur les effets de foule et autres. Voilà, donc moi je crois que c'est ce que... Donc ça veut dire qu'il y a un renforcement de capacité à leur donner. Voilà, un renforcement de capacité à leur niveau. Tout à fait. Alors, monsieur le directeur, votre commentaire sur ce que vous avez écouté de la madame le proviseur. Oui, madame le proviseur a bien dit, effet de foule là, c'est difficile à gérer. Et comme l'a dit le président, il y a le pouvoir à donner
si le comité se trouve être tout simplement interface pour la transmission d'informations, c'est plus compliqué de gérer. Mais lorsqu'on lui donne ce pouvoir-là, et moi je dis, on lui donne le pouvoir et les parents doivent en être informés. Parce que dans tous les établissements, enfin, réglementairement établis, on a une association des parents d'élèves. Donc, les parents d'élèves savent qu'il y a un comité mis en place de telle manière et qu'il y a ce pouvoir-là. Donc, si un enfant passe outre ce que le comité fait, le parent va être saisi et peut-être c'est le parent qui va commencer par sanctionner parce que l'indiscipline, c'est le reflet d'une éducation ratée. Chaque parent voudrait protéger son arrière en se disant « ce n'est pas toi qui vas faire ceci, ce n'est pas toi qui vas faire cela ». Si cela n'existe pas, il serait important que les parents soient informés et appuient. Parce que le citoyen de demain, c'est aussi le citoyen dirigeant. À partir de là, il apprend à diriger une foule, il pourra créer un parti politique, il pourra gérer une administration. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose, mais il faut que l'information arrive aux parents et que les parents soient mis à contribution aussi pour aider le comité à fonctionner. Comme ça, effet de foule, le comité, à un moment donné, pourra faire ce qu'il a fait. Lorsque ça dépasse le comité, ça va monter, comme l'a dit le président, au niveau supérieur jusqu'au proviseur. Et jusqu'au proviseur, je crois que des sanctions seraient déjà prises. Voilà ce que je peux ajouter à ce que le président a dit en commentaire. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons aborder le deuxième volet donc, de cette émission qui va porter sur, où on va mettre véritablement l'accent sur la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Mais bien avant, je vais demander à mes deux invités de prodiguer véritablement des conseils aux élèves pour que plus jamais ce que nous avons vu dans les établissements, plus jamais ça dans nos écoles. Et que le mécanisme de communication puisse être réactivé afin que les chaînes d'information puissent être réactivées pour que s'il y a un problème, que ce soit les délégués qui aillent aux informations pour venir rendre compte aux élèves et que ces élèves-là puissent agir par conscience du devoir pour ne pas porter atteinte à l'intégrité de l'établissement ni à une X ou Y personne. Monsieur Agbeka, dans un premier temps. Oui, je pense que c'est du travail pour les parents d'élèves. Et de l'UTAP. Et surtout de l'UTAP. Nous avons du travail à faire et j'informe en même temps que sous peu, nous allons organiser une tournée nationale, s'il plaît à Dieu, pour redynamiser les activités dans les organes, dans les différents organes de nos secteurs. Nous avons les régions, nous avons les préfectures, nous avons les cantons, c'est-à-dire les CPE, le comité des parents d'élèves. Au cours de cette tournée, nous allons essayer de réanimer la flamme qui était dans les parents d'élèves. En veilleuse. Qui est actuellement en veilleuse. Mais je crois que c'est déjà réveillé. Comme ça, à travers cette émission. À travers cette émission. Il semble que quelque chose va se passer bientôt. Ça va se passer bientôt. Donc nous prions Dieu que cette tournée ait lieu pour qu'on redynamise tout. Parce que vous savez, on avait vécu dans une léthargie pendant un temps. Et surtout avec la Covid, on n'a pas eu l'occasion d'aller à l'intérieur du pays pour rencontrer nos collègues et discuter comme ça a été dans le temps. Mais maintenant, avec cette tournée, nous pensons que le résultat va répercuter sur les élèves. Parce que lorsque le parent est ignorant, l'élève aussi est ignorant de beaucoup de choses. Parce que sur 24 heures, je crois que le parent a plus d'autorité sur l'enfant. Donc, si le parent a une connaissance en la matière et que l'enfant côtoie son parent plus que son enseignant, l'enfant recevra une éducation plus accrue, plus ce que le maître va lui inoculer. Et ça serait complet. Donc la formation, la sensibilisation des parents incombe dans cette affaire. Sinon même pour les sorties des classes et aller faire le vandalisme, si vraiment le parent sait qu'il peut arriver dans un établissement des troubles
le parent peut prévenir ce drame en parlant aux enfants. Mes enfants, ne faites pas ça quand il y a ceci ou cela. Et tout ça là, c'est notre travail. Nous allons le faire. Ayez confiance, Monsieur Marcel, dans peu de temps, les parents seront comme ça, ok. En tout cas, les parents d'élèves qui vous entendent, les associations de parents d'élèves, les parents de toute façon pris individuellement, attendent impatiemment de toute façon votre tournée d'information, de sensibilisation et de responsabilisation aussi. Merci. De même que les élèves. Voilà. Monsieur le directeur, vos conseils aux élèves, parce que moi je veux vraiment que vous vous adressez aux élèves pour qu'ils comprennent ce que vous avez dit entre-temps, que ce n'est pas leur devoir d'aller créer des problèmes inutiles, mais c'est de tout consacrer aux études. Ok. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants, parce que ce sont mes enfants. Tout à fait. Vous avez un métier, et le métier c'est apprendre. L'apprentissage, c'est votre métier aujourd'hui. Et ce métier, ou la carrière de ce métier a une durée. Si vous êtes au primaire, le nombre d'années, si vous devez vous dire c'est ça que je fais, pas plus. Vous arrivez au collège, le nombre d'années je fais, pas plus. Au lycée, etc. Donc, vous devez vous mettre, l'élève doit se mettre dans la tête que sa carrière a une durée, il ne doit pas augmenter. Parce qu'en augmentant, il empiète sur sa vie active. Ensuite, lorsque il y a un problème qui se pose, que ce soit au chef d'établissement ou à l'enseignant, lui, il n'est pas conseiller, il ne maîtrise pas la situation. Il ne peut pas dire, tel a dit ceci, tel a raison, tel a raison, tel... Non, lui, c'est travail. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir soutenir un enseignant ou un chef d'établissement qui a des difficultés avec l'État. Non. Le rôle, ton rôle, mon enfant, c'est aller à l'école. S'il y a un cours qui n'est pas encore donné parce que l'enseignant n'est pas là, il y a d'autres cours qui sont donnés que tu n'as pas encore maîtrisé. C'est ça. Donc, c'est à eux de se dire, je suis là pour étudier, je dois ressortir. Je vais donner, si vous permettez, une espèce d'anecdote. Lorsque le menuisier, il reçoit un client qui lui donne des planches pour fabriquer une table, s'il rate la table, il ne perd pas la planche. Il fabrique des tabourets. Ça veut dire qu'il perd un peu pour aller acheter la table, mais le tabouret, il va vendre à un autre client. Mais l'élève, c'est la matière que l'on travaille. Si c'est raté, on ne peut plus refaire autre chose. Si vous ratez cette éducation, le temps que vous allez mettre à profit, c'est difficile à rattraper. C'est difficile, ça va empiéter sur votre vie active, votre vie même de famille. Et chaque élève doit se dire, j'ai un projet, ou bien avec mon papa, j'ai un projet. Voilà, un projet scolaire, un projet professionnel. Voilà. Et donc, mon papa veut que dans 10 ans, pendant qu'il sera à la retraite, que moi je sois directeur, que je sois ministre, etc. Voilà, mettre de toute façon la barre haut. Voilà, voilà, pour travailler en fonction de cela. Tout à fait. Et lorsque vous avez ce projet-là, c'est difficile de perdre du temps à aller soutenir dans une situation que vous ne maîtrisez pas. C'est ça. Donc, chers élèves, ne vous mêlez pas de situations que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Vous maîtrisez une seule chose, c'est apprendre les leçons qu'on vous donne. Tout à fait. Et donc, pour réussir, voilà ce que je peux leur dire. En termes de conseils, j'insiste là-dessus parce que les élèves sont nos enfants aussi. Bien. Merci. Nous espérons que les élèves qui nous suivez de toute façon dans cette émission, vous avez bien entendu les conseils qui vous sont prodigués pour que vous puissiez agir par conscience du devoir. Conscience du devoir. Alors, nous allons boucler cette émission par quelques éléments de la responsabilité des parents. Donc ici, nous voulons parler des organisations des parents d'élèves. Alors comme nous avons sur le plateau le président de l'Union togolaise d'association des parents d'élèves, alors nous savons, en fouillant un document qui a été élaboré par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, et à l'époque avec Bonnefontaine, intitulé « Rôle et responsabilité d'un parent d'élève, ce qu'il faut savoir ». Nous avons relevé beaucoup de choses, mais le temps ne permet pas de rentrer dans tous les points. On va sélectionner certains juste pour que vous puissiez nous éclairer du contenu de ce qu'on peut entendre ici. Par exemple, une des responsabilités des associations des parents d'élèves, c'est de s'informer sur tout ce qui concerne l'organisation de la vie de l'école. Qu'est-ce qu'il faut y entendre?
Effectivement, dans nos tests. Donc le parent pris individuellement et l'association des parents d'élèves aussi doit s'informer. C'est ça. Allez-y. Bon, le parent pris individuellement, un parent qui veut l'avenir, un bel avenir à son enfant, doit veiller à ce que cet enfant-là soit un enfant exemplaire. C'est ça. Et pour que l'enfant soit exemplaire, il doit falloir que le parent assiste cet enfant en beaucoup de choses. Par exemple, si l'élève revient à la maison, il doit falloir que le papa vérifie si cet enfant apprend dans sa chambre. Les devoirs qu'on leur a donnés à l'école, est-ce que lui, il est en train de faire le sien? Au lieu de peut-être fouiller le portable, est-ce qu'il fait son devoir? Le papa doit créer, ou bien les parents doivent créer un cadre d'études à l'enfant à la maison pour que l'enfant soit à l'aise. Et puis, le parent doit aller visiter souvent l'établissement. Voilà, pour voir. Surtout, aller voir son maître, son titulaire. Est-ce que mon enfant... Même le directeur. Même le directeur. Le surveillant pour ce qui concerne les collèges et les lycées. Oui, est-ce que mon enfant répond? Est-ce qu'il est exemplaire? Est-ce qu'il fait bien? C'est à partir de là que l'établissement et la famille ensemble vont veiller au bien-être de cet enfant. Maintenant, pris collégialement, si je veux parler des associations ou bien de l'APE, Association des parents d'élèves, il doit falloir que les associations fassent ce que nous appelons des simulations. Des simulations en matière de réussite, en matière d'exemplarité, en matière de, comment l'appelle-t-on, pour pouvoir amener l'ensemble des enfants à adhérer à ce que nous voulons pour leur avenir. Parce qu'un enfant est quelquefois naïf qui va à l'école, et s'il n'a pas le soutien moral, le soutien psychologique, c'est-à-dire moral, le soutien physique, matériel, cet enfant-là est déboussolé. Voilà. Il peut être tenté, il peut se tenter de rejoindre des groupes qui ne sont pas, qui ne mènent pas des activités en faveur de la scolarisation. Voilà. Et puis actuellement, nous vivons un temps où il faut surveiller les enfants comme le lait sur le feu. Parce que lorsqu'il y a trouble, par exemple, j'ai vécu ça à une mission internationale, nos amis mal intentionnés rentrent dans les élèves pour les motiver, les pousser à faire des choses que les enfants ne pensent pas. Parce que je ne veux pas décortiquer tout ici. Mais là, il doit falloir que nous veillions, surtout l'administration du lycée, les parents, le comité, voilà, veillent à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration dans l'établissement. Les surveillants doivent vérifier qu'à chaque récréation, est-ce que c'est nos élèves qui est habillé comme ça? Est-ce qu'il est nouveau? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il s'est infiltré dans la masse? Donc tout ça là, il doit falloir que chaque fois les administrations veillent sur des cas pareils. Parce que nous risquons de former des enfants que nous ne voulons pas demain, aujourd'hui, si on ne les conseille pas. Tout à fait. Merci beaucoup. On va revenir à vous tout à l'heure avant de boucler cette émission. Alors, monsieur le directeur, voilà, en voyant votre parcours, hein, vous êtes non seulement parent, mais vous avez été responsable à plusieurs niveaux avant de prendre votre retraite. Et il est question au niveau de la responsabilité des parents qu'ils facilitent la bonne ambiance de travail, de collaboration entre les enseignants, les élèves, les autorités locales. Alors, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Oui, je crois que le président l'a dit, hein, il faut conscientiser les gens. Si la personne ne sait pas que c'est lui ou c'est elle, peut-être qu'il doit intervenir, elle ne le ferait pas. Donc il faut l'informer et montrer que les acteurs doivent être complémentaires pour former ces citoyens de demain que nous voulons, ou leurs enfants pour demain. Souvent, le parent dit, moi je ne suis pas allé à l'école, ce n'est pas mon affaire, c'est faux. Moi, j'ai habité une maison où la dame n'est pas allée à l'école, mais c'est elle qui encadre les enfants. Le soir, tous les enfants viennent, prennent leur cahier et s'assoient.
Elle ne sait pas ce qu'on fait, mais au moins ça les maintient là-bas. Ils ont été obligés de travailler et ils ont réussi. Aussi, il y en a qui ne considèrent même pas le bulletin. Aller chercher, c'est un problème, et quand ça vient, on ne regarde pas. Le parent doit vérifier la partie de la discipline au moins, parce que c'est ça que lui fait à la maison en complément. Le travail, il peut dire je n'ai pas de maîtrise, mais la partie discipline, ça part de sa maison. Si son enfant est indiscipliné, indirectement, c'est dire que chez lui, il y a une discipline qui est cultivée. Donc, j'inviterai les parents à regarder, d'abord à s'intéresser au bulletin, à regarder le côté discipline où ils doivent intervenir. Si en discipline, ça ne va pas, ils doivent poser des questions. Et comme le président l'a déjà dit, la relation avec l'école doit être permanente. Elle doit être permanente pour que les apports soient faits. Au niveau des organisations de parents, d'élèves, parfois, pour un établissement, je prends la moyenne de 1000, à des réunions, puisque j'étais enseignant et puis j'ai été parent, à des réunions, vous voyez à peine 100 lorsqu'on est nombreux. Ça veut dire quoi? Les autres se disent, bon, on a mis en place un bureau, voilà. Ils vont faire. Ça, c'est très important de s'impliquer au lieu de laisser le bureau faire. Le bureau ne peut pas vous remplacer. Donc, j'inviterai les parents à ne pas dire, bon, on a mis en place un bureau, le bureau va faire le travail. Non. Le bureau ne fait que représenter. Et lorsque le bureau invite les parents à des réunions, là, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'invite tous les parents à s'impliquer, à savoir que eux aussi doivent apporter parce que leur intérêt est en jeu. Demain, ce sont eux qui vont souffrir. Ça va faire mal d'avoir investi pour que l'enfant se retrouve dans la rue. Vous avez investi, mais il se trouve qu'il ne peut pas, il devient portefeuille. Et portefeuille le jour, la nuit, et il devient sportif pour escalader les murs. Ça, c'est pas intéressant. Tout à fait. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, M. Agweka, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, on avait dit au début, vous avez été porté à la tête de la fêtière nationale qu'on appelle UTAP, Union Togolaise des associations des parents d'élèves. Alors, vous êtes au niveau central et vos démembrements, c'est les APE dans les écoles, c'est les CPE, les comités de parents d'élèves. Et votre mot, comment vous comptez travailler de façon synergique avec vos démembrements pour que votre message au niveau central puisse descendre à la base. Et ce serait votre mot de fin pour qu'on boucle ce débat thématique. Merci. Nous sommes heureux que l'UTAP a des structures bien visées. Au niveau région, au niveau préfecture, au niveau canton. Région, préfecture, voilà, canton, donc votre représentativité va jusqu'à la base. Alors. Va jusqu'à la base. Tout à fait. Il n'y a pas de ferme dans ce pays où vous ne trouvez pas de parents d'élèves. Et les informations on nous remonte les informations à la minute près. Donc tout ce qui se passe... Aujourd'hui, même à la faveur des réseaux sociaux, c'est plus facile de les atteindre et qu'il y ait des remontées d'informations. Voilà, et surtout on se méfie des réseaux sociaux. Mais c'est pas chaque fois que les réseaux sociaux... les réseaux sociaux, vous savez que c'est vos représentants sur le terrain qui les remontent. Nous avons un panel spécial. Voilà. Et le panel là, ça va jusqu'au fin fond du pays. Tout à fait. Lorsqu'il y a une information, on la vérifie et on remonte ça à la centrale que nous sommes au bureau national. Tout à fait. Donc, nous sommes vraiment structurés et nous avons des liaisons très puissantes. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Marcel. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Monsieur Amouzo, votre dernier mot pour aller à la fin de cette émission. Ok, merci beaucoup. Je crois que la société ou nos villages, dans nos villages, dans un passé un peu récent quand même, l'enfant n'appartient pas seulement à son papa et à son maman, mais c'est à tout le village. Ça veut dire quoi? L'enfant qui est vu dehors dans un acte répréhensible est déjà corrigé avant son papa. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autant, mais on peut au moins faire remonter l'information. Lorsque le parent, qu'il soit parent d'élève ou pas, il voit des élèves dans la rue à un moment donné, c'est quelle école ça? Il s'intéresse à l'école et puis il appelle l'établissement. C'est la contribution qu'il peut faire pour que l'établissement se réveille. Peut-être que les élèves ont été libérés ou bien ce sont eux qui sont sortis. J'invite chaque personne
à le faire, c'est pour le bien de notre société, la société togolaise. Aussi, les associations sont maintenant assez structurées, les moyens de communication sont assez disponibles. Je souhaiterais que les associations de parents d'élèves essaient de travailler un peu avec les syndicats. D'enseignants. Syndicat d'enseignants. Oui, syndicat d'enseignants. Ouais. Syndicat d'enseignants, au lieu de voir enseignants à l'école seulement, qu'ils voient au niveau de leurs organisations aussi, ça peut discuter et même dans certaines situations, ils peuvent jouer un rôle de médiateur. C'est ce que je souhaiterais que les associations fassent aussi avec les syndicats. Parce que parfois l'association est invitée lorsque c'est déjà, comme on dit ailleurs, gâté. Mais des appels à bord. Voilà, donc je propose que cela commence à titre préventif. Et bon, quand je dis préventif, ça veut dire qu'on aura des problèmes. Non, ça va être un fonctionnement normal. Comme ça, même les problèmes qui vont naître seront rapidement, et je ne dirais pas, mais réglés. On va anticiper. C'est ce que je souhaiterais pour les organisations qui sont maintenant assez puissantes et nationalement organisées. C'est ce que je voudrais dire pour finir. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Monsieur Agbeka, merci d'avoir fait le déplacement d'Agou pour prendre part à cette émission. Monsieur Amouzo, merci à vous aussi pour toute l'expérience, tous les conseils que vous avez donnés aussi bien aux élèves, aux parents et même à l'UTA, parce que ce que vous venez de dire tout à l'heure me paraît fondamental, de chercher à rencontrer les organisations de syndicats d'enseignants pour discuter et voir dans quelle mesure anticiper sur certaines choses. Alors, je termine donc ce volet débat thématique par ce qu'un des directeurs régionaux de l'éducation m'a confié dans la gestion de la crise. Il a impliqué les responsables religieux, les CVD, les APE et beaucoup d'autres organisations, et ça fait que dans sa région, pratiquement, il n'y a pas eu de manifestation d'élèves. Vous voyez? Et donc, pour appuyer l'UTAP dans sa mission de jouer à l'apaisement, afin que la collaboration entre les syndicats d'enseignants, les organisations de parents d'élèves, etc., puisse être de telle sorte que les enfants puissent fréquenter dans de meilleures conditions, eh bien, je crois que c'est dans cette direction que nous devons aller. Sur ce, nous vous disons aussi merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous pour une autre thématique de débat éducation. Mais restez là parce que l'émission n'est pas encore finie, puisque nous allons aborder maintenant l'actualité sur l'éducation dans la rubrique Actu Éducation. Pour que les élèves du primaire donnent de bons résultats scolaires, l'État et ses partenaires s'efforcent d'améliorer au jour le jour les conditions d'un environnement scolaire. Et un atelier a été organisé à Palimé par le ministère de l'Enseignement primaire secondaire avec l'appui de la Banque mondiale sur une thématique ou un outil qu'on appelle le WASH. C'est quoi le WASH? Nous avons tendu le micro à un des participants pour nous expliquer ce que c'est. Le WASH, c'est le programme de l'eau dans l'école, le programme de l'assainissement à l'école et le programme de l'hygiène. Puisque l'école doit être le cadre de vie, d'épanouissement de l'élève, donc toutes ces questions sont prises en compte pour que l'élève puisse étudier dans un cadre sécurisé et sécurisant. Naturellement, la mise en place de ces différents programmes font appel à d'autres ministères. Par exemple, le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le ministère de l'assainissement, le ministère de l'action sociale et le ministère aussi de l'économie et des finances. Parce que vous êtes sans savoir que nous ne pouvons pas programmer, planifier s'il n'y a pas les ressources financières adéquates pour mettre en œuvre toutes ces politiques et programmes. Nous avons foi parce que nous avons à la tête du pays le président qui a une vision et c'est sur la base de cette vision que le ministère en charge de l'éducation est en train de travailler. Et tout aujourd'hui, quand nous voyons la synergie de tous les autres ministères qui interviennent, nous avons foi que le cap fixé par le président de la République, nous l'atteindrons pour le bien-être de nos élèves. Alors vous savez que ANADEB est le maillon technique pour la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire et de tout ce qui consiste à apporter des réponses aux plus vulnérables. Eh bien, ANADEB a pris part aussi à cet atelier à Palimé. Nous avons tendu le micro à la représentante qui est la directrice de région maritime de ANADEB
Elle nous a dit l'enjeu de cet atelier très important auquel elle a pris part sur le WASH qui vient d'être défini. On va l'écouter. Avec les différents projets, programmes que nous fédérons au niveau de l'ANADEP, nous avons des forages que nous réalisons dans les écoles. Nous avons des adductions d'eau que nous installons dans les écoles. Nous avons des infrastructures scolaires tels que les bâtiments scolaires, les blocs de latrines. Et c'est des blocs de latrines genrés, des blocs de latrines qui respectent les normes d'inclusion des enfants, des personnes cibles. Alors, à part ça, donc, nous avons, avec l'événement de la Covid, nous avons élaboré un protocole pour faciliter l'accès dans des conditions d'hygiène au repas scolaire. Et donc, dans le protocole, il est exigé que chaque école bénéficiaire de la cantine scolaire puisse disposer des dispositifs de lave-mains. Mais au-delà de ces équipements physiques que nous voyons, nous mettons l'accent sur les renforcements des capacités. Vous êtes à Palimé aujourd'hui pour un atelier sur le WASH. Quel est l'enjeu et l'importance vraiment de cette rencontre? Alors pour nous, c'est un atelier très capital qui devrait nous aider à améliorer nos interventions en matière de WASH. Au cours de l'atelier, nous nous sommes rendus compte que nous faisons beaucoup de choses, mais que ces choses ne sont pas bien structurées ou que nous ne le faisons pas de manière coordonnée avec l'ensemble des autres acteurs. Et donc, nous avons dans les commissions, les COGEP, avec des sous-commissions, nous avons des personnes dans ces commissions avec qui nous sommes en contact direct pour ce qui concerne le financement de la cantine scolaire. Et donc, nous nous rendons compte que au-delà des moyens financiers que nous mettons en œuvre pour uniquement le service d'approvisionnement des repas, il faut aussi renforcer le financement aussi par rapport au dispositif eau, au dispositif hygiène et assainissement. Tout à l'heure, je parlais des équipements, j'ai manqué de parler des dépotoirs. Des dépotoirs que nous construisons, les dépotoirs intermédiaires que nous construisons dans certaines écoles pour permettre d'assainir les endroits de préparation des repas. Mais donc cet atelier-là vient maintenant nous donner des informations, mais en même temps susciter en nous le désir de faire bien des choses. Quand on parle du WASH, c'est l'hygiène, l'assainissement, c'est les questions de l'eau. Et nous nous rendons compte aussi que les recommandations qui sont formulées au cours de cet atelier-là sont des recommandations qui s'adressent également à nous, à la structure qui est chargée de la cantine scolaire. Dans les directions régionales de l'éducation, nous avons ce que nous appelons la division construction scolaire. Est-ce qu'ils sont chargés de la construction ou bien qu'est-ce qu'ils font concrètement? Nous avons poussé la curiosité pour qu'il nous explique son rôle en tant que chef division construction scolaire. Le chef division ou le chef section construction dans une des rues, il est chargé d'abord de planifier tout ce qui est infrastructure, donc de coordonner le contrôle technique et aussi les audits en matière de la qualité des infrastructures. Nous faisons la planification et c'est sur la base de ça que le gouvernement, à travers le ministère, donc, déploie ces différents programmes et projets de construction des infrastructures en bâtiments scolaires, en latrines, en forage et en équipement solaire. Et en plus des investissements du gouvernement, il y a aussi des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne et d'autres grandes ONG qui nous appuient. Donc leur intervention se situe dans le cadre des projections que nous faisons et nous travaillons de façon concertée pour atteindre l'objectif commun, celui d'offrir des salles de classe durables pour l'éducation de qualité au Togo.
Bien, nous terminons Actu Éducation par cette rencontre qui a eu lieu à Kpewa. Pour ceux qui connaissent très bien le Togo, dès que vous traversez la faille dans les Dios, vous êtes à Kpewa, dans un canton où le problème du mariage précoce des enfants préoccupe les autorités et toute la population. À cet effet, un forum sur l'interdiction du mariage des enfants a été organisé et cette rencontre a reçu l'appui technique et financier de Plan International Togo et de la Coalition Nationale Togolaise pour l'éducation pour tous. Comme nous avons eu la chance de prendre part donc à cette rencontre à Kpewa, dans la préfecture d'Assoli, nous avons tendu le micro à certains participants. Nous allons les suivre dans ce qu'ils ont déclaré. On ne doit pas forcer les enfants à se faire marier. Les enfants doivent aller à l'école. Comme vous l'avez entendu parler, les participants, il y a ce problème. Et le lieu où vous avez dit Agaradé, effectivement, il peut dire qu'Agaradé ne sera pas le seul lieu, mais si Agaradé est le seul lieu qui a pris cette ampleur, on ne va pas permettre que ce soit partout dans la préfecture, voire dans la commune. Je suis Patkana de Toura, directeur préfectoral de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation d'Assoli. Le problème de mariage d'enfants est récurrent dans ce milieu et généralement les gens s'intéressent à dire que c'est la religion qui leur impose cela. Donc c'est un aspect culturel qui fait qu'aujourd'hui nous assistons à beaucoup de mariages d'enfants ici. Actuellement, il y a beaucoup de sensibilisation qui se passe dans le milieu avec les ONG et nous-mêmes, notre service aussi appuie pour ces sensibilisations. Et aujourd'hui, notre action se tourne vers les responsables religieux et culturels avec qui nous discutons pour trouver vraiment des solutions à propos de ces causes de mariage. Donc, il y a d'autres causes qui ne sont pas culturelles, la pauvreté, où les familles mangent difficilement et cela fait que les enfants vont en aventure et reviennent avec des grossesses et parfois se marient. Aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de dénonciations de ces cas de mariage d'enfants. Pas plus que hier, j'ai déjà été informé par un monsieur qui m'a appelé de Lomé, m'informant que sa petite sœur est déjà programmée pour le mariage. Et il nous a demandé notre intervention. Donc notre intervention se fait avec les parajuristes et certaines associations de lutte contre ces mariages d'enfants. 100 millions de raisons pour que les filles apprennent, décident, dirigent et s'épanouissent. Il y a bien des raisons pour lutter contre le mariage des enfants. Parce que le mariage des enfants, c'est brimer le droit des filles. C'est leur bloquer à l'éducation, à leur épanouissement. Un adage dit, lorsqu'on éduque une fille ou une femme, on éduque toute une nation. Et pourquoi? Si on est sûr que les filles ont les mêmes capacités intellectuelles, pourquoi ne pas donner les mêmes chances aux filles pour qu'elles se développent et viennent contribuer au développement de la localité de Agaradé où nous sommes là, avec les leaders communautaires, pour réfléchir sur la question de promotion de la fille, parce qu'à Agaradé, il y a beaucoup de cas de violence, c'est-à-dire des cas de mariage d'enfants, des cas de trafic d'enfants, des cas d'enlèvement des filles pour leur mariage. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une autre thématique sur l'éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.